Ce qui s'est passé la nuit dernière et celle d'avant, cette confrontation entre l'Iran et les États-Unis qui se sont tirés dessus, tout a commencé quand des avions de chasse américains ont attaqué des vedettes rapides dans le golfe Persique. 4 marins ont été tués. Ensuite, il y a eu la riposte iranienne avec des missiles anti-navires, puis l'escalade d'un côté comme de l'autre, et on a vu finalement l'Iran abattre un drone MQ-9, touché par son système de défense aérienne. Un peu plus tard, c'était tout près de frapper un des F-35. D'après certains rapports, un de ces F-35, accompagné d'un autre drone, aurait même été visé par la défense aérienne iranienne. On ne parle pas d'une guerre ouverte. On parle de 2 pays qui, en ce moment, négocient, se parlent, et en même temps se battent. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle sorte de norme est censée être? Et vous, qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est la méthode Trump de la diplomatie. C'est une méthode qui, je pense, est maintenant assez évidente pour tout le monde, surtout avec le cas de l'Iran et des États-Unis. On entre dans la diplomatie et on a l'impression que cette partie-là de la diplomatie, la seule façon dont on sait encore agir, Nima, c'est les sanctions et la force militaire. La force militaire et les sanctions. Et on se retrouve au milieu de ce qu'on appelle la diplomatie, mais qui n'en est pas vraiment une. Et si les autres ne suivent pas nos positions comme on le voudrait, ou si on veut les pousser dans une certaine direction, on recommence les bombardements. On relance l'action militaire. C'est la seule manière qu'on connaît pour négocier, la seule manière qu'on connaît pour gérer les choses. Et en fait, on est en train d'enseigner au monde, à bien des égards, ce genre de méthode. Donc il ne faut pas s'étonner si un jour on nous la renvoie. Peut-être pas tout de suite, mais ça viendra. Et c'est un précédent terrible qu'on est en train de créer. D'abord, si on regarde ça de près, il n'y a eu aucun contact entre un diplomate iranien ou un représentant du gouvernement iranien et un Américain d'un rang équivalent. Aucun. Tout simplement parce qu'on n'a envoyé aucun diplomate. Il n'y a pas de diplomate qui s'occupe de cette affaire. Il n'y a que des gens comme Jared Kushner et Steve Witkoff. Et je ne compte même pas Marco Rubio parmi ce qu'on pourrait appeler des diplomates. Il a bien précisé lui-même qu'il n'en était pas un. C'est un partisan des bombes, des balles, des baïonnettes et des sanctions. Typique de l'Empire, en somme. C'est donc la diplomatie la plus étrange qui soit. Depuis le début de cette soi-disant diplomatie, à aucun moment nous n'avons réellement parlé avec les Iraniens, ni eux avec nous. Probablement à leur demande ou par leur propre décision, parce qu'ils ne nous font pas du tout confiance. Et surtout parce que Trump ne laisse personne parler directement avec les Iraniens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la diplomatie par bons offices, ou du moins quelque chose qui y ressemble vaguement. Et ces bons offices sont proposés par des acteurs très différents, comme les Émirats arabes unis, le Pakistan, Oman, comme d'habitude, et d'autres comme Riyad. Donc, il n'y a aucune diplomatie en cours, Nima. Aucune. Il n'y a que des déclarations par-ci, par-là. Et puis Bibi au milieu qui dit « J'aime pas ça, je vais recommencer à bombarder le Liban ou je vais faire autre chose pendant ma tournée. » Et là, petite parenthèse, parce que c'est important. Je regarde de très près ce que fait Bibi. Parce que si j'ai raison et que les dossiers Epstein, pour ainsi dire, sont vraiment utilisés pour influencer Donald Trump, surtout à cause de l'implication de Melania dans ces dossiers, eh bien, je ne sais pas si Trump lui-même est concerné, mais Melania, oui, clairement. Et si ces dossiers sont bien utilisés, pourquoi Bibi ne s'en sert-il pas maintenant d'une manière un peu plus habile? Et ma conclusion, c'est que ce n'est pas Bibi qui les détient, c'est le Mossad. Et le Mossad commence à en avoir sérieusement assez de Bibi Netanyahou. Donc peut-être qu'on a maintenant une situation différente concernant l'arme la plus puissante que Bibi pouvait utiliser contre Trump. Parce que Bibi est en difficulté,
politiquement et sur d'autres plans, au sein même de sa coalition, et bien sûr dans l'État d'Israël, surtout à la Knesset. Alors, est-ce que le Mossad retient maintenant ses preuves de chantage, pour ainsi dire, et empêche Bibi de s'en servir comme menace? Pourquoi n'est-il pas venu aux États-Unis, comme il le fait d'habitude, pour s'adresser au Congrès et en gros dire à Trump d'aller se faire voir ou au moins essayer de modifier son comportement? Parce qu'on a l'impression que Trump a trouvé quelque chose qu'il utilise pour pousser Netanyahou à faire davantage ce qu'il veut qu'il fasse. On m'a dit qu'une partie de tout ça, c'est que Miriam Adelson aurait déclaré qu'elle n'aimait plus Bibi et qu'elle voudrait quelqu'un d'autre à la tête d'Israël. Du coup, elle ne met plus la même pression sur lui. Est-ce que le Mossad ne fait plus pression ou bien laisse Netanyahou utiliser les dossiers de chantage liés à Epstein pour exercer cette pression? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'on dirait qu'il y a au minimum une rupture évidente entre ce que veut Bibi et ce que veut Trump. Et ça se voit surtout maintenant avec son offensive au Liban. Il remonte vers le nord très vite, ou du moins il essaie, et il s'en prend à des citoyens et des civils libanais. Il ne se soucie pas de savoir si c'est le Hezbollah ou des civils libanais. Il détruit tout sur son passage, il rase tout. Tzahal, d'une certaine manière, je ne pense pas. Enfin, si on lit les gros titres de Haaretz aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Tzahal soit vraiment à l'aise avec ce qu'elle fait. C'est donc l'élément le plus important dans cette relation. Et pour l'instant, je n'arrive pas à l'analyser clairement. Je n'y arrive pas. Que se passe-t-il dans la relation entre Bibi et Trump entre Trump et Bibi? Parce que selon moi, on se dirigeait à nouveau vers la guerre. Et on allait refaire ce qu'on a déjà fait auparavant. Nous en sommes à la troisième phase diplomatique, si on peut dire. À chaque fois auparavant, les 2 fois précédentes, nous avons attaqué en plein milieu de ces périodes. À mon avis, on allait encore frapper, sans pitié, avec Israël sur notre flanc, en plein cœur de ces négociations. C'est le moment le plus favorable pour le faire, quand Hegseth, Kaine, Trump pensent que les Iraniens sont convaincus que le processus avance sur le plan diplomatique, et que la force militaire ne sera qu'un complément si elle est utilisée du tout. Et maintenant, on va les frapper à nouveau. C'est ce que j'ai dit. On va les frapper fort, mais sans but, sans résultat. Mais là, je n'arrive plus à comprendre. Je ne sais tout simplement pas ce qu'on est en train de faire. Je crois que je regarde le témoignage de l'amiral Bradley Cooper devant la Chambre des représentants, surtout ses échanges avec Seth Moulton, et je crois que c'était aussi Jason Crow, peut-être 2 ou 3 autres. Et franchement, Cooper s'est complètement ridiculisé. Vraiment. S'il avait été avec moi à Newport, dans le Rhode Island, au Naval War College, en train de faire un exercice sur le terrain, et qu'il avait répondu à Seth Moulton, comme il l'a fait, je l'aurais pris à part. Il a dit que tout se passait comme prévu. Non, amiral, ce n'est pas la réponse qu'il faut donner. Dire que tout se passe comme prévu, ça ne veut rien dire. Aucun plan ne survit au contact de l'ennemi. La vraie question, c'est est-ce que vous accomplissez votre mission? Et au fait, amiral, quelle est votre mission? Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien. Parce que Kaine arrive plus tard avec Hegseth, on lui pose des questions similaires et il est incapable de dire quelle est la mission. Alors, quelle est cette mission, Donald Trump? Monsieur le Président, quelle mission avez-vous donnée à votre armée par l'intermédiaire de Pete Hegseth et du général Kaine à accomplir? Je parie que Trump ne peut pas répondre à cette question. Quelle est la mission? Faire plier les Iraniens? Échec. Détruire l'Iran? Échec. Détruire leurs missiles balistiques? Échec. Stopper le programme nucléaire? Échec. Rien, absolument rien, de ce qui pourrait être défini comme une mission n'a été accompli par ce que Donald Trump appelle la plus grande, la plus forte, la meilleure armée du monde. Alors où en sommes-nous, Monsieur le Président?
Je sais une chose, c'est qu'on en est là. On en est à un point où tu es mentalement épuisé parce que tu ne trouves pas d'issue. Et c'est ça que tu fais maintenant. Et qu'est-ce que ça va donner? Il y avait un très bon article ce matin dans War on the Rocks, écrit par un vieil ami à moi, Jason Dempsey. C'est un ancien lieutenant qui travaillait dans le bureau de Colin Powell, dans le cadre du programme de bourse de West Point. Plus tard, il a été boursier à la Maison-Blanche, il a travaillé pour Michelle Obama sur les questions liées aux anciens combattants. Il a quitté l'armée ensuite. Et avec un autre homme, un soldat ou un marine qui a passé beaucoup de temps au combat, ils ont écrit ensemble cet article ce matin. C'était donc dans War on the Rocks. Et le titre c'était « En quoi l'annulation d'un examen initié par le commandement favorise-t-elle une culture de responsabilité ?» C'est un article très important, parce que quand le représentant George Whitesides a posé la question à Hegseth, il n'a pas su quoi répondre tout de suite. Alors il a passé la parole au général Kane, le président, qui était assis juste à côté de lui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Eh bien, 2 hélicoptères Apache, lourdement armés, ont volé à côté de l'événement No Kings à Nashville. Un message, non? Oui. Clairement un message. Ils n'étaient pas censés être là. Ensuite, ils ont survolé la maison de ce type, comment il s'appelle déjà? Celui qui fait tout le temps des trucs pro-MAGA, Kid Rock. Voilà. Ils ont survolé la maison de Kid Rock et disons, ils lui ont fait un petit coucou. 2 hélicoptères Apache venant, je suppose, de Fort Campbell. Alors qu'a fait l'armée? Elle a fait ce qu'il fallait. Ils ont ouvert une enquête immédiate. Qu'est-ce que ces 2 hélicoptères faisaient là? À s'aventurer dans l'espace aérien civil et à adopter une attitude menaçante envers cet événement No Kings à Nashville. Qu'est-ce qu'ils faisaient, exactement? Et ensuite, pourquoi sont-ils allés survoler la maison de Kid Rock, qui est un fervent partisan du mouvement MAGA et de Donald Trump? Et puis, que fait Pete Hegseth ensuite? Il les invite à Washington juste pour une sorte de petite fête. Alors, l'armée lance ce qu'on appelle une enquête 15-6 pour comprendre ce qui se passe, parce que ça ne devrait pas arriver avec du matériel létal comme des hélicoptères Apache. En réalité, ça ne devrait arriver avec aucun équipement militaire. Et que se passe-t-il quand on l'interroge à ce sujet? On demande à Hegseth de s'expliquer là-dessus, il ne répond pas. Le sujet change très vite. Le député, le représentant Whitesides, passe la parole à Kane, et Kane répond comme ça. Ce à quoi vous faites allusion, c'est une question partisane. Eh bien, Monsieur le Président, merci beaucoup de me dire la vérité. Ce dont vous parlez, c'est d'agir pour des raisons politiques. Et ce n'est pas le rôle de l'armée. C'est pour ça qu'ils ont ouvert une enquête. Alors, revenons à la question de fond. Qu'est-ce que vous entendez par arrêter une enquête ordonnée par le commandement dans une affaire qui, à première vue, ne semblait pas très claire et en dehors du code de justice militaire? Pourquoi avoir ordonné l'arrêt de cette enquête? Parce que c'est exactement ce qu'a fait Hegseth. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes, surtout au sein du département de la Défense. Ce matin, j'ai parlé avec Jason, l'un des auteurs. On s'est envoyé quelques mails, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi en est-on arrivé à une situation où, par exemple, le Eisenhower Media Network, je lui ai dit à Jason, débat de choses comme « Que devient notre armée? Qu'est-ce qu'on est en train de faire à l'armée? Comment est-elle influencée par Hegseth, par ses réunions de prière, par ses cérémonies sur le National Mall, où vont le président de la Chambre, Marco Rubio, Hegseth? Tout tourne autour de Jésus. Tout tourne autour du christianisme, leur version excessive du christianisme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est en train de façonner l'armée pour qu'elle fasse partie, volontairement ou au moins passivement, d'un futur coup d'État? C'est ça qu'on est en train de faire. Franchement, c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout.
Et ça fait partie du tissu même de ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur des États-Unis. Mais c'est aussi le reflet de ce qui se passe à l'étranger. Parce que comment peut-on s'attendre à ce qu'une armée, dont l'allégeance est devenue aussi confuse, disons-le, et qui n'a plus de vraie mission, plus de vrais cadres opérationnels, puisse faire autre chose que bombarder, encore et encore? Comment on fait ça? Comment on atteint un objectif? Comment on accomplit une mission? Et d'ailleurs, amiral, et vous tous, c'est quoi votre mission? Dites-moi simplement, quelle est votre mission? Est-ce que votre mission, c'est de larguer des bombes sur l'Iran chaque fois que le président des États-Unis vous le demande? Quel genre de mission est-ce que c'est? Normalement, une mission bien pensée, ça se compose de deux éléments. D'abord, quelle est l'action concrète qu'on me demande de faire? Ici, c'est de larguer des bombes. Et ensuite, quel est le but? Sans ces deux éléments, il n'y a pas vraiment de mission. Alors, quel est le but de ces bombardements? Faire plier le régime iranien. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe. En réalité, vous le rendez encore plus déterminé, comme on le voit chaque jour, à travers leurs actions et leurs capacités. Regardez ce qu'ils disent maintenant à propos du Liban. Allez-y, Monsieur Netanyahou. Chaque attaque que vous mènerez au Liban sera suivie d'une riposte de notre part contre les Émirats arabes unis. Nous frapperons les Émirats jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, tant que vous continuerez à attaquer au Liban. Parce que c'est l'État le plus proche de nous et le plus étroitement allié avec vous. Voilà l'accord qu'on vous propose. Mais qu'est-ce que vous faites, l'armée américaine? Quel est votre but là-bas? À part larguer des bombes, à part tourner en rond pour tuer, détruire la marine iranienne, détruire l'armée de l'air iranienne. Dans quel fichu but? Ah, vous voulez aller chercher l'uranium? Eh bien, vous avez échoué. Vous ne l'avez pas fait. Vous vous préparez à recommencer? Alors donnez-moi une nouvelle déclaration de mission. Je pourrais continuer encore longtemps, mais du point de vue d'un professionnel militaire, c'est une catastrophe totale. Larry, Israël dépasse cette ligne jaune qu'ils ont tracée dans le sud du Liban. Ils vont au-delà. Ils vont encore plus loin à Gaza. Ils tuent des gens tous les jours. Tu franchis la ligne jaune, t'es mort. Pourquoi t'as franchi la ligne jaune? Eh bien, vous l'avez déplacée. Hier, elle était là-bas. On l'a bougée pour pouvoir t'avoir aujourd'hui. Super technique pour tuer des Palestiniens. Non, pardon. Vas-y, tu parlais du Liban. Vous savez, cette ligne jaune, c'est un peu absurde. En fait, tout le concept de la ligne jaune est absurde. S'il vous plaît, merci. Oui, c'est ça. C'est absurde. C'est un outil pour tuer des gens, rien d'autre. Cette nuit, à 2 heures du matin, on va tracer une ligne au sol. Et demain matin, si on attrape quelqu'un de ce côté de la ligne, on le tuera. Puis demain soir, à 3 heures du matin, on tracera la ligne environ 50 mètres plus au nord. Et si on trouve quelqu'un au sud de cette ligne, on le tuera aussi. Et pendant ce temps, on avancera comme ça, pas à pas, jusqu'à Beyrouth. Je pense que la principale raison pour laquelle ils font ça, Larry, c'est que chaque fois qu'ils sentent que les États-Unis s'apprêtent à se désengager du Moyen-Orient, ils provoquent quelque chose au Liban pour les retenir, pour aggraver la situation, pour la rendre plus tendue. Et c'est pour ça que les États-Unis pourraient être... Enfin, ils essayent de les pousser dans une certaine position. Mais... Pendant ce temps, Erdogan fait défiler ses missiles balistiques près d'Ankara. Il regarde vers le sud et se dit « Ouh, ça c'est pas bon. Je crois que je vais devoir m'en mêler tôt ou tard. » Allez, continue Israël. Continue. Je pense que c'est vrai. Beaucoup de gens disent qu'Erdogan envoie du pétrole et d'autres choses à Israël. Mais après tout, on connaît bien l'opinion publique en Turquie
à quel point les gens détestent Israël et ce qu'il fait à Gaza et au Liban. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Le gouvernement turc ne peut pas y faire grand-chose. C'est la réalité. C'est pour ça que, quand on voit des informations disant que Benjamin Netanyahou serait allé aux Émirats arabes unis pendant la guerre, les Émirats démentent aussitôt, parce qu'ils savent très bien ce que les gens ressentent vis-à-vis d'Israël. C'est la réalité. Exactement. Maintenant, ils ont été désignés par l'Iran. C'est devenu un marché du genre. Vous attaquez au Liban, on attaque les Émirats arabes unis. Et franchement, même si le Liban a été frappé sans relâche par Israël, il reste sans doute plus de cibles au Liban qu'aux Émirats. Donc ce ne serait pas très difficile d'en finir avec les Émirats arabes unis. Mais ils sont tellement désespérés avec cette histoire de drone FPV, Larry. Ils n'ont aucune solution pour ça. C'est pour ça que tu vois, on a entendu Smotrich dire que pour chaque drone, ils allaient faire tomber 10 immeubles à Beyrouth. C'est la stratégie ou la tactique israélienne. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Si tu tues un Israélien, on tue 100 Palestiniens. Si tu tues un Israélien, on tue 50 membres du Hezbollah. Et d'ailleurs, pendant qu'on les tue, on rase 100 maisons libanaises. C'est comme ça qu'ils opèrent. Alors, ils doivent quitter le Liban. Qu'est-ce qu'ils font au Liban? C'est pour ça que je pense qu'on pourrait voir Erdogan agir d'une manière qu'on n'avait pas encore envisagée jusqu'ici. Parce que tout ça devient presque une offense pour lui et pour la Turquie en général. Tout se passe juste un peu plus au sud et il ne fait rien. Et comme tu l'as dit, au lieu de ça, et la plupart des Turcs le savent, il continue à faire des choses qui facilitent la vie de Netanyahou, comme lui vendre du pétrole.